En parlant du bilan économique, vous savez, l'économie est très simple. Nous avons deux objectifs majeurs de politique économique. Un des grands objectifs, c'est sortir les hommes et les femmes de la pauvreté. N'est-ce pas? La croissance économique. Un deuxième grand objectif, c'est l'emploi des jeunes. C'est l'emploi, tout simplement. N'est-ce pas? Il y a deux autres objectifs qui s'ajoutent, c'est-à-dire l'inflation et l'équilibre de la balance des paiements, mais concentrons-nous sur des choses les plus simples. L'objet de l'économie, c'est d'améliorer le niveau de vie des gens. N'est-ce pas? L'objet de l'économie, c'est s'assurer que les jeunes qui sortent des différentes écoles et autres peuvent trouver du travail. Est-ce qu'en Guinée, nous sommes sortis de la pauvreté depuis 9 ans? Ma réponse est non. La Guinée est encore l'un des pays les plus pauvres de la planète. Malgré l'exploitation de beaucoup de nos ressources, nous demeurons encore très très pauvres. Est-ce que les Guinéens ont des emplois? Ben non. La majorité des jeunes est encore au chômage. L'économie ne crée pas suffisamment d'emplois. Donc voilà mon premier regard qui est tout simple. La Guinée n'est pas sortie de la pauvreté et les jeunes n'ont pas d'emploi. Okay? Maintenant, si on prend les grands secteurs de l'économie, d'abord le domaine des infrastructures. Le domaine des infrastructures, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent. On nous a parlé de près de 3 milliards dans les routes. Mais regardez les routes de Guinée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'avoir une belle route goudronnée de Conakry à Kinya. Moins de 150 km. Où est parti cet argent? Je n'en sais rien. Deuxièmement, l'électricité. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'électricité. Je dois reconnaître qu'il y a eu des efforts puisqu'il y a eu au moins 2 gros barrages. Un barrage qui est fini et un autre qui est en construction. Ce sont des efforts. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Car aujourd'hui encore, il y a beaucoup de délestage de courant en Conakry, vrai ou faux? Donc, est-ce qu'on a atteint cet objectif? Encore une fois, non. Et ce que j'ai toujours reproché aux investissements dans le domaine de l'électricité, c'est que le gouvernement laisse 60% du territoire national en dehors des efforts d'électrification. Ça fait des années que nous réclamons un mini-barrage en forêt et un mini-barrage en Côte-Guinée. Impossible. Ces deux régions font plus de 60% de la Guinée. Il n'y a aucun investissement, ni en forêt, ni en Haute-Guinée. Et l'investissement qui est fait ici, dans la capitale, donc pour les deux autres régions, ne donne pas les résultats escomptés, puisque nous avons encore des coupures d'électricité un peu partout. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Non. Prenons le domaine agricole. Le secteur agricole est très important parce que ça occupe l'essentiel de la population guinéenne qui est en majorité agro-pastorale. L'agriculture a deux objectifs économiques. Le premier objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et le deuxième objectif, c'est gagner beaucoup d'argent dans les exportations. N'est-ce pas? C'est les deux objectifs. Aujourd'hui, après 9 ans, est-ce que la Guinée est autosuffisante? La réponse est non. Est-ce que la Guinée a pu booster les exportations pour gagner beaucoup d'argent? Dans le café, dans le cacao, dans l'ananas, etc., l'exportation des mangues. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent? La réponse est non. Donc, sur le plan agricole, malgré quelques efforts, mais le résultat n'est pas au rendez-vous aussi. Voilà. Secteur minier. Le secteur minier, on a exporté énormément de bauxite. Je rappelle qu'on est passé à peu près de 15 millions de tonnes à près de 70 millions de tonnes. Où sont les résultats financiers? Il y en a très peu. Quand on veut chercher l'impact des exploitations minières sur un pays, on s'intéresse à un certain nombre de choses. On se dit, quelle est la contribution fiscale? Est-ce que l'exportation des mines en Guinée permet au gouvernement de gagner beaucoup d'argent pour financer les routes, les écoles, etc.? La réponse est manifestement non.
regardez le budget de l'État, on ne gagne pas beaucoup d'argent là-dedans. En fait, c'est devenu un nid de corruption extraordinaire. Deuxièmement, comme je l'ai dit, est-ce que ce secteur crée suffisamment d'emplois pour les jeunes Guinéens? La réponse là aussi est non. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on a appelé le pacte colonial. L'Afrique exporte des matières premières et les autres les transforment. On continue à faire la même chose. Nous prenons la terre rouge, qui est la bauxite, on met dans les camions, on met dans le train, on met dans les bateaux pour envoyer dans les autres pays. Et c'est dans ces pays-là qu'on installe des usines, c'est dans ces pays-là qu'on crée des emplois, c'est dans ce pays-là qu'il y a des grandes contributions au budget de ces États. Alors nous, les économistes, on dit qu'on exporte la valeur ajoutée. Et je dirais pour ceux qui ne comprennent pas que chaque fois que je vois un camion de bauxite aller au port, c'est le travail des jeunes Guinéens qu'on est en train d'exporter dans les autres pays. Ouais. Exporter la bauxite brute ne va pas enrichir la Guinée. J'ai toujours dit que ce n'est pas la bauxite qui va réduire la pauvreté en Guinée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'emploi. Ça ne crée que des emplois de chauffeurs. C'est tout. Ceux qui transportent dans les camions, quel emploi ça crée? C'est des histoires. C'est juste les chauffeurs. Les machinistes qui prennent la terre rouge pour mettre dans les camions pour envoyer, quel emploi ça peut créer d'après vous? Il n'y a que des emplois de chauffeurs et de machinistes, c'est tout. Très peu d'emplois. Mais pendant ce temps, des dizaines de villages sont déplacés, vous vous souvenez? Et ces gens qu'on déplace, les terres cultivables se font rares. Les cours d'eau sont bouchés. Les poussières sont en train de rentrer dans les poumons des gens de Bokeh et de Bofa. Donc, Dieu seul sait combien de cancers ça va créer à terme. Les animaux tombent dans les trous. L'élevage devient difficile. L'agriculture devient difficile parce que c'est la terre arabe qu'on arrache. Sans compter tout le couvert végétal qui va avec. Le climat est en train de changer dans tout le nord de la Guinée. Donc, les dégâts environnementaux sont énormes. Et on va payer l'addition, une addition très lourde pour le pays. Voilà. On dégrade la nature, on vend tout, mais le peuple guinéen ne sort pas de la pauvreté. À quoi ça sert? Voilà la question que je me pose. L'éducation, tout le monde comprend ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Si vous permettez, avant d'aborder la question de l'éducation, Oui. au niveau de, pendant l'économie, nous avons assisté à une montée vertigineuse du prix des devises. Le dollar est passé récemment jusqu'à 1,35 million. Je vais revenir sur ça. Mais je fais juste le tour des différents secteurs. Après, on vient à la politique monétaire et à la politique de change. J'ai une question. Après. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Ma question est la suivante. En 2020, le franc CFA considéré comme monnaie coloniale va céder la place à l'euro. Quelle lecture? Ok, vous avez très bien fait. On va revenir sur les deux points. L'évolution de la politique monétaire, la politique de change et la zone monétaire. Mais déjà, je parlais de différents secteurs, notamment le secteur minier, le secteur des routes et des infrastructures. Et ensuite, j'étais dans l'éducation et la santé. L'éducation, c'est très inquiétant pour nous. Parce qu'il y a deux vertus que nous devons sauvegarder. Nous devons moderniser notre éducation pour accélérer la communication avec le reste du monde. Et aussi, nous devons professionnaliser notre éducation pour faire l'adéquation avec le monde du travail. Ceci dit, l'État guinéen ne fait pas suffisamment d'efforts dans l'éducation. Comme je le dis toujours, la Guinée dépense que 13% de son budget pour l'éducation. Tout cycle confondu, primaire, secondaire, professionnel et supérieur, 13%. Les autres pays, le Sénégal, le Mali, Côte d'Ivoire,
ils dépensent en moyenne 40% de leur budget. Donc 3 fois plus. C'est beaucoup hein, de différence. Et leur budget est parfois 3 à 4 fois plus élevé que le budget guinéen. Ouais. Ça veut dire que l'éducation n'est pas notre priorité. Comment nous allons préparer l'avenir de nos enfants si nous ne mettons pas nos ressources dans l'éducation? C'est une très bonne question. Pendant ce temps, les hommes politiques qui dirigent la Guinée envoient tous leurs enfants à l'extérieur étudier. Pendant ce temps, toutes les personnes capables en Guinée se soignent à l'extérieur. Voilà. Comment un pays où l'élite envoie ses enfants à l'extérieur, un pays où l'élite se soigne à l'extérieur, est-ce que ce pays peut prendre l'éducation et la santé comme prioritaire? Soyons honnêtes. C'est la difficulté qu'on a dans ce pays-là. À l'échelle individuelle, Dr Ousmane Kaba a créé des écoles Kofi Annan. J'ai 6 enfants. Tous mes 6 enfants ont étudié d'abord à l'école Kofi Annan. Donc nous devons faire confiance en nous-mêmes d'abord. Voilà. Et il faut être moins hypocrite. Donc un pays qui ne prépare pas l'avenir comme la Guinée va s'en sortir difficile. Voilà le verdict que je donne pour l'éducation. Je ne parle pas d'enseignement supérieur parce que les gens ont toujours l'impression que c'est un combat personnel. Mais s'acharner contre les universités privées ne résout pas le problème de l'enseignement supérieur, puisque parallèlement, on n'investit pas dans les universités publiques. Mais eux, ils envoient leurs enfants au Maroc, à Dakar et en France. Voilà un peu le désastre auquel nous assistons. Donc voilà un certain nombre de secteurs, pour me résumer, ça ne marche pas bien. Revenons à la question monétaire. Elle a dit, le taux de change augmente. C'est une réalité, c'est quelque chose que chacun de vous a constaté, vrai ou faux? Oui. Hein? Le dollar était dans les 9 000, aujourd'hui c'est plus de 10 000. 10 300, 10 400. Pourquoi? Pourquoi le taux de change augmente? Parce que l'État guinéen sort énormément d'argent ces temps-ci pour des raisons politiques. On sort beaucoup d'argent. Tout le monde est témoin de ça. L'argent qu'on sort n'est pas budgétisé, ce n'est pas dans le budget, ce n'est pas prévu. On appelle ça les dépenses extra-budgétaires. La Guinée fait énormément, le gouvernement actuel fait énormément de dépenses extra-budgétaires, ce qui est d'abord illégal. Moindre des manifestations, c'est des dizaines de milliards qui sortent. Alors, cet argent de la corruption politique qui sort, malheureusement, les directeurs, les ministres et dirigeants qui sont porteurs de cette manne ne dépensent pas tout. Quand les voleurs prennent 10 milliards, ils distribuent 1 milliard, ils gardent 9 milliards. Les 9 milliards, ils sont pressés de les changer en dollars et en euros pour aller acheter leur maison en Europe, à Dakar et un peu partout. Demandez tous les cambistes de Conakry. Ils ont tous beaucoup de francs guinéens avec eux. Cet argent qui sort de la banque, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. On va y revenir. Donc, on imprime de l'argent. On va acheter beaucoup de dollars et beaucoup d'euros. C'est un marché, comme tous les marchés, il y a l'offre et la demande. Quand tout le monde demande un bien, le prix de ce bien va augmenter. Donc, comme ils déposent beaucoup d'argent pour changer en dollars et en euros, et l'offre de dollars et d'euros ne change pas, parce que je rappelle que l'offre de dollars et d'euros, c'est contre les exportations guinéennes. La Guinée n'exporte pas trop, n'est-ce pas? Donc, le prix du dollar et de l'euro augmente. C'est ce qu'on appelle le taux de change. Le taux de change, c'est le prix du dollar et de l'euro en francs guinéens, pour simplifier. OK? Mais, quelle est la conséquence? Quand le prix de dollar augmente ou de l'euro de 10 à 15, 20%, qu'est-ce qui se passe? Puisque la plupart des biens consommés en Guinée sont importés, ça veut dire que c'est le prix des importations qui augmente. Si le prix des importations augmente, la femme qui va au marché, elle sait que
C'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Elle ne s'en sort pas au marché. Alors, je vais donner un exemple pratique pour que tout le monde comprenne ce que ça fait. Le riz était à 300 000. Le riz importé va passer de 300 000 à 350 000. Le prix en dollars n'a pas changé, mais le prix en francs guinéens a changé. Donc ça va passer de 300 à 350 000, par exemple. Alors, si c'est le cas, avec vos 300 000, vous achetez un sac de riz. Maintenant, avec vos 300 000, vous n'êtes plus capable d'acheter un sac de riz. Vous achetez moins d'un sac de riz, vous allez acheter 42 kilos de riz. Avec le même montant de 300 000, puisque le sac est à 350 maintenant. Si vous n'avez que 300 000, ça correspond à 42 kilos. Alors, question, où sont partis les 8 kilos qui manquent? Il y a 2 mois, les 300 000 achetaient un sac. Maintenant, les 300 000 achètent 42 kilos. Donc, il manque combien? 8 kilos. Où sont les 8 kilos? Les 8 kilos ont été volés dans votre poche par l'inflation sans que vous soyez au courant. Ouais. Donc, quand les voleurs prennent l'argent, notre argent public, ils sont en train de fouiller dans la poche de chacun d'entre nous. On ne se rend pas compte. Ce sont des voleurs déguisés, invisibles. Donc l'inflation, je le dis chaque fois, c'est un voleur qui a 13 millions de mains, qui est en train de fouiller dans nos poches. Chaque dîner, on est en train de fouiller dans votre poche, vous n'êtes pas conscient de ça. C'est ça qui se passe. Donc l'inflation que nous avons ici, c'est une inflation monétaire. C'est provoqué par la planche à billets de l'État. L'État tire trop d'argent, ça provoque l'inflation. Et c'est tout le monde qui paye. Ok? C'est ça qui se passe aujourd'hui en Guinée. Voilà. L'inflation monétaire, l'État sort beaucoup d'argent. Pour le cas guinéen actuel, c'est de la corruption politique. Ça provoque la hausse des taux de change. Donc ça baisse la valeur de la monnaie guinéenne. Si la valeur du dollar augmente, c'est la même chose que de dire que la valeur du franc guinéen baisse. Ça veut dire qu'on est en train de prendre la valeur de votre poche, l'argent dans votre poche, sans que vous vous rendiez compte. Donc ça crée l'inflation. Or l'inflation, c'est les plus pauvres qui sont frappés. C'est aussi l'une des raisons pourquoi on n'arrive pas à sortir la Guinée de la pauvreté. Chaque fois qu'il y a des déséquilibres macroéconomiques, ça vient racler les progrès qui ont été faits ailleurs. Et les pauvres deviennent encore beaucoup plus pauvres. Voilà pour répondre à votre question sur l'inflation. Donc l'inflation que nous voyons, qui rend les Guinéens beaucoup plus pauvres, est provoquée par la planche à billets manipulée par le gouvernement. Voilà. L'autre question, c'était sur l'éco. C'est une question sur la zone monétaire. Alors, vous savez qu'au départ, nous avions la zone CFA. Le CFA est une monnaie coloniale qui a été introduite pendant la colonisation par la France en 1945, au sortir de la conférence de Bretton Woods. La délégation française qui est allée là-bas, qui était conduite par Pierre Mendès France, a déclaré le franc français et dans le sac, il y avait un franc des colonies, on appelle le CFA, colonie française d'Afrique, le franc des colonies françaises d'Afrique. Ce franc qui était utilisé dans toutes les colonies françaises, y compris la Guinée. Donc c'est notre monnaie à tous au départ. Et lorsque la Guinée a eu l'indépendance, à partir de 1960, la Guinée a créé sa propre monnaie, elle est devenue la Guinée a créé son franc guinéen, comme les autres pays anglophones. Donc la situation en Afrique était très simple. Nous avons les pays CFA, en Afrique de l'Ouest, ils étaient 8, ils sont 8. Et les autres pays, la Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigeria, etc., les autres pays, la Guinée et les autres pays anglophones ont leur monnaie nationale. Donc au départ, c'est la CEDEAO qui a
pris l'initiative de créer une monnaie africaine. Et les pays qui avaient leur monnaie indépendante, comme la Guinée, avec Nigeria, Sierra Leone, Libéria, Ghana, etc., se sont mis d'accord de créer une nouvelle monnaie commune appelée ECO. Donc l'initiative vient de ces pays-là. Et au départ, l'idée était qu'on va créer l'ECO pour ces pays et on a la zone CFA et à terme, les deux zones vont se mettre ensemble pour faire une monnaie commune valable pour toute l'Afrique de l'Ouest. Par l'ironie du sort, ce sont les pays qui n'étaient pas à l'initiative, les pays CFA, qui vont être les premiers à adopter l'euro en 2020. Pourquoi? Parce que pour faire la monnaie commune, il y a un certain nombre d'exigences, ce qu'on appelle les critères de convergence. Quels sont ces critères de convergence? On doit d'abord réduire le déficit de l'État. Ça, c'est très important. Pourquoi? C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure pour la Guinée. Quand la Guinée fait beaucoup de dépenses, ça veut dire que le déficit de l'État, en fait, s'est alourdi, il s'est agrandi. Si le déficit s'agrandit et qu'on finance ce déficit par la planche à billets, comme c'est le cas maintenant de la Guinée, qu'est-ce que ça provoque? L'inflation. Vous voyez? Donc on dit pour tous les pays qui veulent rentrer dans une zone monétaire, soyez disciplinés d'abord. Réduisez votre déficit au moins à 3%, pas plus. Donc c'est ça le critère de convergence. On dit à ces pays et ces liés, réduisez votre taux d'inflation à moins de 10%, ensuite à moins de 5%. Donc ces conditions sont déjà remplies par les pays CFA, qui sont dans la zone CFA, puisque dans la zone CFA, il y a cette discipline-là. On ne peut pas permettre, et un des gros avantages des zones monétaires, je vais vous le dire, comme ça tout le monde va comprendre, le fait que plusieurs pays sont ensemble, ils émettent la même monnaie, tous ces pays sont obligés d'avoir une banque centrale commune, n'est-ce pas? Tous les pays CFA ont une seule banque centrale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le président d'un pays ne peut pas ordonner à la banque centrale de sortir de l'argent. Il ne peut pas seul nommer le gouverneur. Il faut qu'il y ait un consensus des autres pays. Donc l'avantage d'avoir une banque centrale commune, ça permet de ne pas créer de la monnaie comme on veut. Alors, c'est à l'avantage de qui? Des dirigeants ou de la population? De la population. Mais est-ce que, objectivement, les dirigeants vont aimer être dans une zone? Si vous êtes un dirigeant et que vous avez loisir de venir piquer de l'argent à la banque centrale chaque matin, est-ce que vous serez pressé d'aller dans une zone? Il faut le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle les zones monétaires n'avancent pas en Afrique. Parce que les dirigeants, ils vont tous vous dire « Ah, on aime la communauté, il faut qu'on soit ensemble. » Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont diamétralement opposés. Donc vous comprendrez que les pays de la CEDEAO n'ont jamais pu avancer dans cette histoire d'éco. Et c'est la raison pour laquelle c'est les pays CFA qui sont venus en dernier, qui seront les premiers à faire l'éco, parce que ces pays CFA sont déjà disciplinés. Est-ce que vous comprenez? C'est des pays qui sont déjà habitués à ne pas imprimer de l'argent, à ne plus faire de la planche à billets. Des pays comme la Guinée, le Nigeria, le Ghana, Sierra Leone, Libéria, etc. C'est des pays qui aiment imprimer l'argent. Leur gouvernement aime imprimer l'argent pour résoudre leurs problèmes immédiats, même si ça crée des problèmes à terme. Voilà. Donc aujourd'hui, la zone CFA est la première zone à dire nous allons adopter l'éco. Maintenant, les discussions à l'intérieur de la zone CFA, parce que vous savez que la zone CFA était basée sur un certain nombre de critères, n'est-ce pas? L'un des premiers critères, c'est d'abord la parité du taux de change avec l'euro, c'est-à-dire que c'est fixe. C'est quelque chose qu'on a toujours critiqué parce que d'un point de vue économique, ce n'est pas normal. C'est un taux de change fixe avec l'euro. 2, il y a la convertibilité illimitée, c'est-à-dire vous avez de CFA, vous pouvez changer en autant d'euros que vous voulez, etc.
Et ce taux de change fixe est garanti par la France. Mais pour que ce soit garanti par la France, les pays CFA mettent leurs réserves en commun auprès du Trésor français. Voilà un peu les 4 principes qui fondent la zone CFA. Et aujourd'hui, que disent les dirigeants de la zone CFA, surtout M. Ouattara, le président Alassane Ouattara, qui, comme vous savez, est un économiste chevronné. Et moi, je le comprends très bien. Nous avons travaillé ensemble à Washington, il était mon directeur au Fonds monétaire international. Donc, il s'y connaît parfaitement, c'est un expert de la chose monétaire. Il dit, on va changer le nom. Au lieu de CFA, on va prendre ECO. Parce que CFA, ça charrie la symbolique de l'aliénation, de la colonisation. Parce que c'est une monnaie coloniale, même si on a dit à l'époque, quand on dit franc des colonies françaises d'Afrique, maintenant on dit franc de la coopération française en Afrique, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est colonial. Hein. Et c'est insupportable pour la nouvelle génération des Africains. Il dit, on va changer de nom. Deuxièmement, les Français qui siègent au conseil d'administration de la Banque centrale, on va les remplacer par des Africains. Donc, ils ne vont plus commander. Troisièmement, les réserves de change, les 50% de nos réserves qui étaient stockées en France, on va les placer partout, on les enlève de la Banque de France. Mais, on dit pour le moment, le taux de change ne varie pas. Voilà ce qui a été dit. Moi, mon interprétation, en tant que spécialiste de la monnaie, et connaissant bien le système, c'est que le président Alassane Ouattara est en train de changer avec beaucoup d'intelligence. Parce que s'il dit tout de suite, on va changer le taux, ça va faire lever trop de boucliers. Mais ce qui est important, et on le saura bientôt, lorsque officiellement ce sera le cas, est-ce que la nouvelle monnaie ECO va avoir une parité fixe dans les faits ou bien en termes de droit? Parce qu'en termes de droit, ce qui est bon, c'est de fixer l'ECO en termes de panier de monnaie, d'un ensemble de 5 monnaies qui reflètent la géographie du commerce extérieur des pays de la zone. C'est ça qui est logique, c'est ça qui est économique et monétaire. Et nous connaissons bien la formule économique et monétaire, c'est notre travail ça. On peut te calculer exactement, selon la configuration de la balance de paiement, quelle est la part du dollar, quelle est la part de l'euro, quelle est la part du yen, quelle est la part du renminbi, de la monnaie chinoise, etc. Voilà le commerce extérieur de tous ces pays. Donc on est bien capable de calculer un panier de 5 monnaies qui reflètent le commerce des pays de la zone et fixer la monnaie par rapport à ce panier et non par rapport à l'euro. Je peux vous dire que c'est ça qui va se passer, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est qu'une première étape pour que ce soit accepté politiquement de part et d'autre. Voilà un peu ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette histoire d'ECO. Alors, la Guinée est où dans tout ça? Voilà. La Guinée a pour vocation de rejoindre l'ECO, comme les autres pays d'Afrique de l'Ouest. On n'a plus l'excuse de dire c'est une monnaie française. N'est-ce pas? Mais comme je vous ai expliqué, en réalité, les dirigeants guinéens, comme les dirigeants de beaucoup de pays qui ont leur monnaie nationale, ne sont pas pressés pour rejoindre une zone monétaire, parce qu'aller dans une zone monétaire, ça va imposer une discipline. Et vous ne pourrez plus faire de la planche à billets. Voilà. Donc, vous êtes les journalistes, donc posez la question au gouvernement guinéen. Quelle est notre position par rapport à l'ECO? Quel jour nous allons suivre l'ECO? Parce que ça va nous éviter l'inflation qu'on est en train de voir là. Où chacun vient, on tire l'argent comme on veut, on provoque l'inflation et c'est les pauvres qui payent le pot cassé.